Cette vidéo contient des descriptions de scènes de violences sexuelles et évoque la culture du viol, notamment la justification et le déni des violences. Spoilers pour Game of Thrones, American Horror Story et Peaky Blinders. Avant de dire quoi que ce soit, il faut rappeler que les violences sexuelles sont extrêmement courantes dans la vraie vie. L'association France Victimes et ses antennes locales proposent un soutien psychologique et judiciaire gratuit pour toutes les victimes. L'adresse de leur site est en barre d'infos, avec le numéro de téléphone du collectif national contre le viol. Prenez soin de vous. Le 18 mai 2015, au lendemain de la diffusion de l'épisode de Game of Thrones Unbowed, Unbent, Unbroken, le site The Marissou publiait un article annonçant leur décision de ne plus promouvoir la série. La rédactrice en chef de l'époque, Jill Pantozzi, raconte « Après la fin de l'épisode, j'étais dégoûtée. J'avais envie de vomir. Puis j'ai senti la colère monter. J'ai pensé, je vais devoir passer les 6 prochains mois à expliquer pourquoi c'était une mauvaise idée. Encore, et encore, et encore. » Et elle avait raison. La dernière scène de l'épisode, où Ramsay Bolton viole Sansa Stark en prenant à témoin Theon, n'avait pas fini de faire parler. Quantité d'articles allait encore être écrits, quantité d'interviews allait être donnée pour offrir à la production l'opportunité de justifier leur décision, d'encore mettre en scène un viol qui n'a pas eu lieu dans les livres qu'ils adaptent. Brian Cogman, l'auteur de l'épisode, s'est justifié de manière plus ou moins douteuse, arguant que c'était une femme endurcie qui prend une décision pour récupérer sa patrie, que c'était immensément satisfaisant pour la narration de la soumettre à cet énième traumatisme dans sa maison d'enfance en plus. De son côté, Sophie Turner a assuré qu'elle avait secrètement adoré cette scène parce que c'est tellement tordu. Game of Thrones et ses créateurs, David Benioff et D.B. Weiss, n'en étaient pas à leur coup d'essai. En 2014, une scène de sexe horrifiante mais consensuelle dans les livres avait été transformée en un viol de Jaime Lannister sur sa sœur et amante Cersei. Mais de manière assez troublante, malgré les noms et les arrêtes que Cersei répète très clairement pendant la scène, la production de Game of Thrones semblait simplement ne pas avoir vu cet événement comme un viol. Dans l'Inside the Episode, Benioff parle d'une scène malaisante et délicate à filmer, bel euphémisme, et du côté des acteurs, Lena Headey a déclaré des mois plus tard à Entertainment Weekly « C'est horrible, en tant que femme, de parler de quelque chose d'aussi terrible qu'un viol pour le nier, et ce n'est pas ce que je veux faire. Mais on n'a jamais parlé de cette scène en ces termes. » Et Nikolai Coster-Waldau de renchérir dans Time « On savait que c'était malsain parce qu'il y a le cadavre de leur fils, mais on ne pensait pas que c'était un viol. » Pourtant, le refus de Cersei dans la scène est sans équivoque, et à l'inverse, la même scène dans le livre est explicitement consensuelle. Cersei dit oui, vite, prends-moi maintenant, tout le contraire de ce qu'ils ont choisi de lui faire dire dans la série. La question, ce n'est pas vraiment pourquoi changer les livres, écrivait en 2014 Sonia Saraya pour The AV Club. La question, c'est pourquoi changer ça ? Pourquoi changer une scène de sexe consensuelle dans le livre en une scène de viol dans la série ? Et la réponse semblait donc être tout bêtement, parce qu'ils n'ont pas vu la différence. Revenons à 2015, donc, et à The Marissou. Après le viol de Cersei par Jaime, on s'était mis d'accord pour dire que même si on aurait aimé que cette scène n'existe pas, on allait continuer à regarder. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'était déjà la scène de trop. On doit dire quelque chose de très important. Le viol n'est pas un ressort dramatique obligatoire. La série a des créateurs. Ce sont eux qui choisissent. Et ils ont choisi d'utiliser le viol comme un ressort dramatique. Encore. Et pourquoi donc ? Maintenant qu'on a une vue d'ensemble sur la série et ses conclusions, quelle utilité ont eu ces 2 scènes ? Quelles conséquences sur le reste de l'intrigue ? Au-delà de la réhabilitation de Theon qui s'émancipe de Ramsay pour aider Sansa, au-delà de Sansa qui bat Ramsay sur le champ de bataille puis l'assassine, que sait-on de son parcours de victime, de comment ce traumatisme l'a affectée et comment elle s'est reconstruite ? None of it would have happened if you left King's Landing with me. No Littlefinger, no Ramsay, none of it. Without Littlefinger and Ramsay and the rest, I would have stayed a little bird all my life. No, God, please, no! No! Alors, c'était un mal pour un bien. Voilà le fin mot de l'histoire. Un viol, ça forge le caractère. Sansa Stark, ou plutôt les scénaristes à travers elle, justifient le comportement de ceux qui l'ont abusée, comme si une femme avait besoin de subir un viol pour devenir forte. Et Cersei ? Elle meurt dans les bras de Jaime.
Le viol aurait tout aussi bien pu ne pas avoir eu lieu, comme les auteurs et les acteurs ont tant essayé de nous le faire croire. Tout ça, toute l'énergie que les journalistes et les fans ont mis à essayer d'expliquer pourquoi ces scènes de viol étaient mauvaises ou non, nécessaires ou non, choquantes ou non, toutes les justifications dangereuses que les scénaristes et les acteurs ont données des viols, les « c'est plus compliqué que ça quand une femme dit stop », les « c'est un choix qu'elle fait quand une femme pleure », ça vous a choqué ? Ça a bien fait parler de la série, mais au final, c'était pas si important. Tout ça pour rien. Pourquoi les séries choisissent-elles de mettre en scène des viols ou des agressions sexuelles ? On vient de voir que parfois, ou souvent, ce n'est pas pour traiter les tenants et les aboutissants de ces violences, leurs causes sociales ou leurs conséquences sur la vie des victimes. Au maximum, comme on l'a vu avec Sansa, on montrera le meurtre du violeur comme si tout pouvait être résumé à ça. Alors à quoi servent les scènes de viol ? I want you to be happy. Before I can start, I want that. Et c'est encore une fois Game of Thrones qui nous montre un bon exemple d'instrumentalisation des violences sexuelles, avec deux buts. L'un extérieur à la série, choquer son public, et l'un interne à la série, caractériser son univers. Utilité des scènes de viol numéro 1. Montrer qu'on est une série de bonhommes. Un viol, bien sûr, c'est horrible, et une scène de viol, c'est choquant. C'est ce choc que les scénaristes utilisent pour signaler leur série comme subversive, pour adultes. Ce n'est à mon sens pas un hasard si les scénaristes de Game of Thrones ont choisi de rendre plus explicite que dans le livre le viol de Khal Drogo sur Daenerys, et de placer cette scène dès le pilote. La scène de viol donne le ton de la série. Et d'ailleurs, la scène suivante combine inceste et meurtre d'enfants. Ce sont les deux dernières scènes du tout premier épisode, et elles servent toutes les deux à établir l'identité choquante de la série. Mais si la défenestration de Bran ou la relation incestueuse de Cersei et Jaime auront des conséquences sur l'intégralité des 8 saisons, ce n'est absolument pas le cas du viol de Daenerys. En effet, le mini-arc narratif « J'ai été vendu, il m'a violé, mais finalement maintenant on s'aime » est résolu dès l'épisode suivant. Et l'histoire d'amour entre Daenerys et Khal Drogo se déroule exactement comme s'il ne l'avait jamais violée. Pour prendre enfin un autre exemple, c'est un peu la même chose avec American Horror Story. Quasiment chaque saison de cette anthologie a une, voire plusieurs scènes de violence sexuelle. Et pour les saisons 1, 3 et 5, il y a une scène de viol dès le premier épisode. Et pourtant, comme pour Game of Thrones, on ne verra pas les conséquences pour les victimes plus loin que, à la rigueur, buter le violeur. Il n'y a donc à aucun moment la volonté de traiter le viol comme une thématique, mais seulement de donner aux spectateurs et spectatrices un signal. Ici, on ne plaisante pas, on n'a peur de rien, on n'est pas des midinettes, on va vous montrer des scènes de viol dans la gratuité la plus totale. Ah, mais c'est parce que c'est des beaufs! Utilité des scènes de viol numéro 2. Résumer un univers brutal. C'est l'autre face de la même pièce. En plus de choquer le public, les scènes de viol servent aussi à l'exposition d'un univers cruel. Comment montrer rapidement que ce monde est impitoyable ? Montrons une femme être vendue et violée, ça devrait suffire. Ce procédé est donc paresseux et permet aux scénaristes de faire des gros raccourcis. Pourquoi chercher à développer son univers quand on peut se servir des clichés ? C'est un manque d'imagination qui est dommageable en lui-même, parce qu'utiliser des stéréotypes, c'est pas ouf, mais il l'est aussi car il entretient des idées dangereuses sur les violences sexuelles. En les utilisant comme un raccourci pour montrer la dure condition des femmes dans un univers, les scénaristes consolident le mythe selon lequel les violences sexistes sont une donnée acquise et indépassable, même dans nos fictions. Les violences envers les femmes nous paraissent tellement nécessaires à tout type de réalisme qu'on ne peut pas imaginer un monde sans, quand bien même le monde en question est totalement fictionnel. On peut suspendre notre crédulité pour des dragons, mais pas pour l'égalité homme-femme. En conditionnant ainsi nos imaginaires à des sociétés sexistes, on renforce aussi l'idée que la réalité est inchangeable. Et pour ce qui est du médiéval fantastique ou des séries d'inspiration historique, on en arrive même à intégrer une fausse image de l'histoire, où les femmes n'avaient pas forcément le destin qu'on leur impose dans nos fictions. De plus, en utilisant les scènes de viol comme un raccourci pour montrer la brutalité générale d'un univers fictionnel, les scénaristes entretiennent l'idée reçue selon laquelle les violences sexuelles sont un simple indicateur de la barbarie d'une société. Cela nous pousse à croire que les sociétés plus organisées, comme la nôtre, n'auraient pas de problème de violence sexuelle, ce qui est faux. Pour résumer, c'était le Moyen-Âge, c'est les méchants mafieux, c'est les méchants fantômes, c'est les méchants traders sous MDMA, c'est le méchant psychopathe dans une ruelle sombre, etc., etc.
Tous ces mythes qui, en substance, nous empêchent de concevoir le viol pour ce qu'il est vraiment, un crime commis, dans l'immense majorité des cas, par quelqu'un en qui on avait confiance. Donc l'instrumentalisation du viol dans les séries comme Game of Thrones ou American Horror Story met à distance cette violence qui est pourtant bien présente dans notre réalité. Entre ça et l'absence d'intérêt que ces séries montrent pour le développement de la thématique en tant que telle, il me paraît évident qu'elles sont écrites par et pour des personnes qui ne connaissent pas la réalité des violences sexuelles, qui ont donc le luxe de pouvoir les imaginer comme des épiphénomènes, choquants et horribles, certes, mais loin de soi et sans trop de conséquences. Utilité des scènes de viol numéro 3. La tension dramatique cheap. Une autre facilité que présente le viol comme outil scénaristique, c'est sa capacité à augmenter la tension dramatique. C'est une manière facile de donner de l'enjeu à une scène, parce que c'est un événement grave et horrible, mais dont on peut ignorer les conséquences. La victime n'a pas besoin de mourir, et on peut simplement passer sous silence comment elle l'a vécu. Un bon exemple se trouve dans l'épisode 6 de la saison 2 de Peaky Blinders. C'est le final de la saison. Toutes les intrigues culminent dans le moment fatidique où Thomas Shelby, le protagoniste, va accomplir sa mission et assassiner un militaire. Il décide d'utiliser Lizzie, sa secrétaire et ancienne prostituée, pour entraîner la cible loin de la foule. Elle commence par refuser parce qu'elle a arrêté la prostitution et ne veut pas recommencer, mais il la convainc en lui assurant qu'il interrompra la passe avant la relation sexuelle. Mais à cause d'un barrage policier, Thomas n'arrive pas à temps et le militaire viole Lizzie, nous offrant un montage alterné de très bon goût entre le protagoniste en retard et la prostituée sacrifiée. Thomas finit par arriver, se bat avec le militaire et réussit à le tuer. Ce viol n'a donc été qu'un contretemps, une péripétie facile pour ajouter de l'enjeu, mais il ne modifie en rien la suite de l'intrigue. Il y a fort à parier que l'épisode aurait été sensiblement le même si Lizzie n'avait pas été violée. C'est d'autant plus faible scénaristiquement, car Thomas n'est pas en retard par sa propre faute, mais à cause d'un barrage policier sorti d'absolument nulle part. Donc non seulement Lizzie n'est qu'un accessoire dans l'histoire de Thomas, ce qui est déjà un motif récurrent lorsque les personnages féminins sont victimes de violences, mais en plus cet événement n'apprend rien ni à lui ni sur lui. C'est donc une instrumentalisation du viol qui, encore une fois, ne relève pas seulement de préjugés sexistes, mais bien d'une faiblesse d'écriture. Cette scène peut être directement comparée à une autre scène d'abus sexuel, dans l'épisode tout juste précédent celui-là. Si le personnage de Lizzie est sacrifié pour la tension dramatique, ce n'est pas le cas de Polly, personnage plus important, lorsqu'elle subit un viol dans l'épisode 5. Le début de la scène illustre une lutte de pouvoir entre elle et l'inspecteur Campbell, l'antagoniste principal de la saison. Mais lorsqu'il devient clair que Polly perd cette lutte et va subir un viol, la scène coupe et nous montre directement les conséquences. Polly prend un bain, ivre, visiblement bouleversée. On constate donc que la série est très bien capable de nous faire comprendre qu'un viol a eu lieu sans nous le montrer entièrement. Pour le personnage de Polly, les scénaristes semblent parfaitement comprendre qu'il est plus important de montrer les conséquences et non l'acte. Cette différence de traitement entre Polly et Lizzie révèle un problème plus large dans Peaky Blinders. Cette série aussi utilise la violence sexuelle pour indiquer la brutalité de son univers, mais les scénaristes ont choisi de faire peser cette instrumentalisation uniquement sur les prostituées. Dès la saison 1, les prostituées sont utilisées pour montrer la dureté du monde et caractériser les personnages masculins. Dans l'épisode 4 de la saison 1, Thomas veut dissuader son frère d'épouser Lizzie, et pour ça, il la piège pour prouver qu'elle se prostitue encore, contrairement à ce qu'elle a promis. Dans cet épisode, les scénaristes cherchent uniquement à nous montrer le sens moral de Thomas, en condamnant Lizzie sans aucune subtilité. A l'inverse, dans l'épisode 6, lorsque l'inspecteur Campbell va voir une prostituée et la violente, il la blesse et elle est effrayée lorsqu'elle s'en va, mais évidemment on n'en saura pas plus, cela ne sert qu'à consolider notre antipathie pour lui. Le sort de la prostituée importe si peu aux scénaristes comme au public que ni les uns ni les autres ne prennent la peine de réfléchir à si oui ou non elle a été violée. C'est une constante dans Peaky Blinders. La prostitution et le viol n'y sont qu'une seule et même chose. Tous les abus sexuels adviennent dans des situations de prostitution ou de proxénétisme. De fait, c'est à la fois la thématique des violences sexuelles et de la prostitution qui sont desservies et privées de nuances. C'est d'autant plus dérangeant que la série cherche par ailleurs à développer des personnages féminins intéressants et complexes. C'est comme si les scénaristes avaient décidé qu'instrumentaliser les violences faites aux femmes, c'était pas top. Mais qu'instrumentaliser les violences envers les prostituées, ça c'était acceptable. Sauf que les prostituées sont des femmes, et elles aussi méritent qu'on traite explicitement le sujet des violences qui leur sont faites.
sans en faire un décor ou un rebondissement bas de gamme. Enfin, montrer la prostitution comme unique terrain des violences sexuelles, c'est encore une fois un moyen de sous-entendre qu'entre gens bien, dans une relation de couple par exemple, ça n'existe pas. On reste sur l'idée que les violeurs sont des monstres et que le viol n'arrive qu'en marge de la société. Donc pour résumer, dans pas mal de séries, les scènes de violences sexuelles existent pour plein d'autres buts que celui de parler des violences sexuelles. Qu'il s'agisse de caractériser un personnage, un univers ou la série elle-même, ou encore d'augmenter la tension dramatique sans se casser la tête, le recours à cet événement choquant et traumatisant se fait souvent avec un manque d'imagination, de recherche, de rigueur scénaristique et de considération pour les victimes bien réelles qui regardent la série. Ce n'est donc pas seulement de l'aspect choquant de ces scènes dont je me méfie, mais surtout de la mauvaise qualité des intrigues dans lesquelles elles s'inscrivent. Avant de vous quitter, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les bases de cette discussion. Pourquoi c'est si important ? Comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, les violences sexuelles, les agressions, les viols, les tentatives de viol sont extrêmement courantes dans la vraie vie. Ce sont des actes graves et interdits par la loi, qui peuvent impacter les victimes sur le long terme. Une des conséquences des violences sexuelles, pour les victimes, ça peut être une sensibilité accrue aux images, aux sons, à tout ce qui rappelle le traumatisme. Ces déclencheurs qui nous rappellent ce qu'on a subi peuvent nous mettre dans un état de détresse qui peut aller d'un peu désagréable à complètement invivable. Et dans certains cas, on peut même avoir des flashbacks des violences. Et sans vouloir enfoncer une porte ouverte, les scènes de violences sexuelles à l'écran, ce sont des déclencheurs. Donc quand on a été victime, regarder des scènes de viol ou d'agression peut nous mettre en danger. Personnellement, je suis pas ultra fan de ce qui peut potentiellement me faire revivre mes traumas, surtout quand c'est censé être du divertissement. Bien sûr, avec un travail de thérapie, toutes ces conséquences peuvent être amoindries et surmontées, mais pour plein de raisons, toutes les victimes n'ont pas accès à ces thérapies. Et vu le nombre de victimes, il me paraît plutôt logique et pas complètement déconnant de partir du principe que dans le public, n'importe quel public, il y a des victimes de violences sexuelles. Et elles peuvent être sensibles à ce qu'on met en scène. Une autre raison de faire attention, c'est que les violences sexuelles, on le sait, ne sont pas des cas isolés. L'expression « culture du viol » sert d'ailleurs à souligner l'importance de comprendre le viol en tant que culture. En 1993, les chercheuses Emily Buchwald, Pamela Fletcher et Martha Roth résument cette culture du viol comme une réalité sociale où la violence sexuelle est considérée comme faisant partie de la vie, aussi inévitable que la mort ou les impôts. Notre société banalise et facilite les violences sexuelles, par exemple avec le mythe du vrai viol dans un parking sombre, qui sert ensuite à nier les viols qui se passent différemment, c'est-à-dire la majorité des viols. Les fictions qui mettent en scène des violences sexuelles se placent dans ce contexte et vont, qu'elles en aient conscience ou non, participer à l'imaginaire collectif autour de ces questions. La manière dont on structure nos récits sur les violences sexuelles a un vrai impact sur les victimes, que ce soit sur leur capacité à reconnaître ce qu'elles ont subi, ou sur la manière dont leur témoignage va être reçu par leur entourage, et par la police, et par la justice. En un sens, les histoires de viol dans la fiction ne sont pas seulement scriptées, elles scriptent en retour, elles construisent nos croyances et notre perception des choses. Mais l'envers positif de cette idée, c'est que la fiction peut être un outil de pédagogie et de réflexion, pour justement changer ses croyances. Personnellement, j'ai envie de voir plus de récits comme le mien, montrés dans toute leur complexité, et je pense que nous avons tous et toutes à gagner à en apprendre plus sur les violences sexuelles, sur leurs causes et leurs conséquences. Il y a donc un vrai enjeu autour des scènes de viol bien sûr, mais aussi autour de la manière dont on raconte les violences sexuelles dans la fiction en général. Du coup, j'aimerais terminer par rappeler l'existence de l'association France Victimes. Si vous avez besoin d'une aide, qu'elle soit juridique ou psychologique, je vous encourage vraiment à vous rapprocher du pôle le plus proche de chez vous. Vous pourrez le trouver sur le site que j'ai mis en barre d'infos. Ils sont joignables par mail, téléphone et dans leur permanence. C'est gratuit et c'est vraiment fait pour ça. C'est important de dire non seulement que les victimes sont nombreuses et bien réelles, mais aussi qu'on peut être aidé et accompagné. On n'est pas seul et on peut s'en sortir. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo de ma trilogie sur les représentations des violences sexuelles à l'écran. Merci de l'avoir regardée et n'hésitez pas à laisser vos remarques ou vos réflexions en commentaire. Et pour celles et ceux qui se demandent comment on fait pour parler des violences sexuelles dans la fiction, si c'est même possible de faire une scène de viol sans tomber dans les travers que j'ai décrits, je vous invite à attendre ma prochaine vidéo.